Bonjour à toi et bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle Lina, je suis professeure des écoles passionnée par les neurosciences éducatives. Je suis également maman de 2 jeunes enfants de 2 ans et de 4 ans et demi. Être mère a transformé ma vision de l'éducation et a renforcé mon envie de partager ce voyage extraordinaire qu'est l'apprentissage des enfants. Chaque semaine, je vous propose d'explorer ensemble les découvertes fascinantes des neurosciences pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et ses implications dans l'éducation, en particulier chez les plus jeunes. Que vous soyez parents, enseignants, étudiants ou simplement curieux, ce podcast est un espace où nous pouvons échanger des idées, des astuces et des réflexions pour accompagner au mieux nos enfants dans leur développement. Je vous souhaite une très belle écoute et vous invite à embarquer avec moi au cœur des neurosciences éducatives. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode dédié au jeu et à son impact sur le développement du cerveau de nos enfants. Nous allons voir ensemble comment le jeu, sous toutes ses formes, façonne les capacités cognitives, émotionnelles et sociales des plus jeunes. Nous nous appuierons sur des études scientifiques solides et des réflexions de spécialistes reconnus comme Boris Cyrulnik, Isabelle Filiosa et Catherine Guéguin, dont voici un extrait d'une de ces conférences. Les chercheurs nous disent quoi? Que rire, s'amuser est très bénéfique pour le cerveau. Et que le jeu et le plaisir qui l'accompagnent fertilisent la croissance des circuits entre le cortex préfrontal et l'amygdale, et que pendant les jeux, l'enfant va sécréter le BDNF, dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois, qui va augmenter dans ses lobes frontaux. Donc vous voyez que pour l'enfant, jouer, c'est capital pour le développement de son cerveau. Le jeu, moteur du développement cérébral. Dès les premiers mois de vie, le jeu est essentiel pour le développement du bébé. Imaginez un nourrisson qui s'amuse à attraper ses pieds ou à manipuler des objets colorés. Ces gestes simples ne sont pas anodins. Ils stimulent la sécrétion donc de la BDNF dont parle Catherine Guéguin, une protéine favorisant la croissance et la différenciation des neurones. Donc le docteur Catherine Guéguin le souligne très bien et dit que le jeu est vital. Le nourrisson joue avec ses pieds et ses mains, le bébé joue en explorant son univers, l'imitation apportera d'autres perspectives de jeu, l'enfant apprend en jouant. En grandissant, l'enfant continue d'apprendre en jouant. Plus il le fait avec joie et enthousiasme, plus son cerveau se développe. Les émotions positives liées à l'apprentissage l'encouragent à explorer d'autres compétences. Jacques Panksepp, spécialiste des circuits cérébraux du jeu, écrit « Le jeu et le plaisir qui l'accompagne modifient l'équilibre émotionnel de l'enfant en stimulant la sécrétion d'endorphines et permet la densification des neurones. » Les différents types de jeux et leurs bienfaits. Alors, premièrement, les jeux libres et imaginatifs. Lorsqu'un enfant se plonge dans un univers imaginaire, il stimule sa créativité, développe sa capacité à résoudre des problèmes et améliore sa régulation émotionnelle. Par exemple, en jouant au docteur, il apprend à comprendre les émotions des autres et à gérer les siennes. Ensuite, on a les jeux de construction. Manipuler des blocs ou des Legos aide à développer la pensée spatiale et logique tout en renforçant la patience et la concentration. Une étude de l'Université du Minnesota en 2014 a révélé que les enfants qui jouent fréquemment à des jeux de construction obtiennent de meilleurs scores en mathématiques et en sciences à l'adolescence. En numéro 3, on a les jeux de société et les règles. Participer à des jeux de société apprend aux enfants à gérer la frustration, améliore leur mémoire de travail et renforce leurs compétences sociales. Ils apprennent à attendre leur tour, à respecter les règles et à collaborer avec les autres. Enfin, on a les jeux physiques et sensoriels. Les activités comme la danse, le sport ou les jeux en plein air boostent la coordination motrice et libèrent des endorphines,
améliorant ainsi l'humeur et la motivation. Nous allons parler maintenant des jeux vidéo chez les adolescents. Les jeux vidéo font désormais partie intégrante de la vie de nombreux adolescents. Des études récentes ont montré que, lorsqu'ils sont pratiqués avec modération, les jeux vidéo peuvent avoir des effets bénéfiques sur le cerveau. Par exemple, une analyse de 33 études couvrant la période de janvier 2020 à avril 2023 a révélé que les jeux vidéo peuvent améliorer les fonctions exécutives et les compétences cognitives des jeunes. Cependant, il est essentiel de rester vigilant face aux risques potentiels. Un usage excessif des jeux vidéo peut entraîner des conséquences sur le développement du cerveau des enfants, de leurs apprentissages et des compétences fondamentales liées à l'attention. Il est donc crucial pour les parents de surveiller le temps passé devant les écrans et de s'assurer que cela n'empiète pas sur d'autres activités essentielles comme le sport, les interactions sociales et le sommeil. Il faut donc fixer des limites pour éviter les risques d'addiction et d'isolement social. Comme pour toute activité, la modération est la clé. Le rôle du jeu dans la vie quotidienne. Après une journée d'école, un enfant ressent souvent un besoin irrésistible de jouer. Ce temps de jeu lui permet de libérer des tensions, de stimuler la sécrétion d'endorphines et d'améliorer son appétit et son sommeil. À l'inverse, un enfant privé de jeu et contraint à faire ses devoirs peut entraîner une augmentation du stress avec une sécrétion accrue de molécules de stress toxiques pour son cerveau en développement. Je vais vous donner une information que beaucoup de gens ignorent. Les devoirs écrits sont interdits à l'école primaire depuis 1956, ce que très peu de professionnels respectent. Dans les pays scandinaves, par exemple, les enfants n'ont pas de travail scolaire l'après-midi et pas de devoirs jusqu'en terminale. Pourtant, ils obtiennent d'excellents résultats scolaires. Cette approche met l'accent sur l'apprentissage par le jeu et le bien-être des enfants. Apprendre en jouant. Conseil pour les parents et les enseignants. Intégrer le jeu dans l'apprentissage peut transformer l'éducation et rendre l'acquisition de nouvelles compétences plus engageantes pour les enfants. Voici quelques suggestions pour y parvenir. Pour les parents, encouragez le jeu libre. Laissez vos enfants s'ennuyer de temps en temps. Cet ennui est une porte ouverte à l'imagination. Par exemple, un enfant qui n'a pas d'activité planifiée peut décider de construire une forteresse avec des coussins. Cela développe sa créativité et sa capacité à résoudre des problèmes. Participez au jeu. Impliquez-vous dans les jeux de vos enfants. Jouer ensemble renforce les liens affectifs et vous permet de mieux comprendre les centres d'intérêt de vos enfants. Limitez le temps d'écran. Assurez-vous que le temps passé devant les écrans est équilibré avec d'autres activités comme la lecture, le sport et les jeux en plein air. Pour les enseignants, intégrez des méthodes ludiques. Utilisez des approches pédagogiques basées sur le jeu, comme la méthode Singapour pour les mathématiques, qui encourage l'utilisation de matériel concret et des jeux pour faciliter la compréhension des concepts abstraits, ou bien les alphas pour apprendre à lire. Ce sont des petits personnages qui représentent des lettres de l'alphabet, des sons que les enfants vont manipuler et mettre ensemble pour faire des syllabes et des mots. Cela rend l'apprentissage plus concret et engageant pour les enfants. Pour les élèves plus âgés comme pour les plus jeunes, les approches kinesthésiques qui impliquent le toucher et le mouvement offrent des avantages significatifs par rapport à l'apprentissage sur l'écran. Ces méthodes favorisent une meilleure compréhension et mémorisation des informations en engageant activement le corps et l'esprit. Par exemple,
La manipulation d'objets ou la participation à des activités pratiques permettent aux apprenants de créer des liens concrets avec le contenu étudié, renforçant ainsi leur rétention et leur compréhension. Ensuite, on peut créer des espaces de jeu. Alors, on peut aménager des zones dans la classe dédiées aux jeux libres, où les élèves peuvent explorer et expérimenter sans contraintes strictes. Par exemple, un coin lecture avec des coussins ou un espace cuisine avec des ustensiles adaptés, ce qu'on trouve souvent en maternelle. Vous pouvez aussi intégrer des éléments naturels tels que des glands, des feuilles, des arbustes, des galets, ce qui va inviter les enfants à explorer et interagir avec la nature. Ça va stimuler leur curiosité et leur créativité. Enfin, il faut valoriser les jeux coopératifs. Les enfants qui unissent leurs forces pour atteindre un objectif commun offrent de nombreux avantages. Ils valorisent l'entraide, le travail d'équipe et la communication. Par exemple, proposer aux élèves des jeux de société ou bien du travail en groupe, comme un rallye lecture en groupe, qui est une variante collaborative du rallye lecture traditionnel. Il est conçu pour encourager la lecture tout en renforçant l'esprit d'équipe parmi les élèves. Dans cette approche, la classe est divisée en petits groupes. Chacun reçoit une sélection de livres à lire collectivement. Après la lecture, les membres du groupe vont collaborer pour répondre à des questions ou réaliser des activités liées aux ouvrages qu'ils ont lus. Cette méthode favorise non seulement le développement des compétences en lecture, mais aussi la communication, la coopération et le partage d'idées entre élèves. Selon le site Apprendre par le jeu, ces activités encouragent la participation active de chaque enfant, l'entraide, la communication, l'organisation et l'acceptation des différences. Elles permettent également de développer des compétences sociales essentielles telles que l'écoute, la négociation et la gestion des conflits. Le jeu n'est pas juste une distraction pour les enfants. Il est au cœur de leur développement. Il est de notre devoir de reconnaître cette importance et de créer des environnements qui encouragent le jeu sous toutes ses formes. Comme le dit si bien Isabelle Filiosa, jouer, c'est le travail de l'enfant. Offrons-leur le temps nécessaire pour accomplir ce travail. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Partagez-le avec votre entourage et laissez-moi un commentaire avec vos expériences et vos réflexions sur ce sujet. Cela me donne énormément de force. N'hésitez pas à faire un tour sur mon Instagram neuro.éducation au pluriel. Je partage du contenu éducatif et des suggestions de lecture. Sur ma bio, vous trouverez également des fiches d'activités que je rajoute au fur et à mesure des épisodes. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, souvenez-vous, le jeu est une affaire sérieuse pour nos enfants.